Lorsqu'on évoque les accidents cérébrovasculaires ou AVC, la majorité d'entre vous pense certainement qu'un AVC survient seulement chez les adultes et les personnes âgées. Cependant, savez-vous que les enfants peuvent aussi être victimes d'un AVC? Cela soulève alors un questionnement. Quels sont les impacts d'un AVC pédiatrique sur le développement de l'enfant? Cette présentation expliquera d'abord ce qu'est un AVC, les différents types d'AVC pédiatriques et comment les diagnostiquer. Ensuite, les causes pouvant produire un AVC et les symptômes seront abordés. Enfin, nous discuterons des effets d'un AVC sur le développement de l'enfant. Voici quelques statistiques et faits intéressants concernant les AVC pédiatriques. 3 à 6 enfants sur 100 000 subissent un AVC durant les 28 premiers jours suivant la naissance. La première année de vie des enfants et les aînés représentent la population la plus à risque de subir un AVC. 200 à 300 enfants subissent un AVC périnatal au Canada. Le taux de mortalité des enfants ayant subi un AVC est 1 fois sur 3 plus élevé que chez les adultes ayant subi un AVC ischémique ou hémorragique. Alors, qu'est-ce qu'un AVC pédiatrique? Évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Alors, il faut savoir que chez l'enfant, nous distinguons 3 périodes différentes au cours desquelles l'AVC peut survenir. Il y a la phase prénatale, il y a la période de la naissance jusqu'au 28e jour, et enfin, la période du 29e jour jusqu'aux 18 ans. Il y a plusieurs types d'AVC chez l'enfant. Il y a l'AVC hémorragique, l'AVC ischémique, ainsi que la thrombose sino-veineuse cérébrale, qui, elle, est un cas plus rare d'AVC. L'AVC ischémique, c'est le plus courant de tous, et il va se produire lorsqu'une des artères qui approvisionnent le cerveau en sang, et donc en oxygène, est rétrécie ou obstruée. L'AVC hémorragique, lui, est causé par une rupture d'un des vaisseaux sanguins. Et la thrombose sino-veineuse, elle, c'est plutôt un caillot qui bouche une des veines du cerveau, et non une des artères. Les AVC ischémiques sont quant à eux un tout petit peu plus délicats à expliquer, puisque tout simplement, il en existe 3 types. Nous avons l'ischémie artérielle du nouveau-né, l'ischémie artérielle périnatale présumée et l'infarctus hémorragique périventriculaire. Dans tous les cas, ces AVC surviennent généralement avant le 28e jour après la naissance. Il existe plusieurs méthodes pour diagnostiquer un AVC, et elles s'appuient principalement sur l'imagerie du cerveau. D'ailleurs, pour plus de détails sur certaines, je vous renvoie à notre tout premier cours de neuro où c'était expliqué. Mais j'imagine bien que vous vous souvenez de tout, évidemment. Alors, la tomographie par ordinateur ainsi que l'imagerie par résonance magnétique sont couramment utilisées. Il existe également l'artériographie cérébrale. En fait, il s'agit d'un produit de contraste qui est injecté dans le sang au niveau du cerveau pour permettre de visualiser ensuite par radiographie les veines et les artères qui sont éventuellement bouchées. L'échocardiogramme permet, grâce aux ondes sonores qui sont utilisées, d'obtenir une image du cœur. Nous pouvons ainsi voir si valvules ou autres fonctions cardiaques comportent des anomalies susceptibles de provoquer des caillots sanguins. L'électrocardiogramme mesure et enregistre l'activité électrique traversant le cœur. Du coup, tout problème associé au rythme ou à la fréquence cardiaque sera détecté. Les analyses de sang, elles, permettent de savoir si l'enfant souffre d'un trouble de coagulation sanguine, tout simplement. Et enfin, nous avons les ponctions lombaires ou rachysynthèse. En fait, il s'agit du prélèvement d'un échantillon de liquide céphalorachidien. Le cerveau et la moelle épinière baignant dans ce liquide, nous allons pouvoir déceler d'éventuelles traces d'infection ou d'inflammation dans le système nerveux. Et voilà, une petite diapo bonus, puisque je suis sûre que tout le monde se posait la question « Mais quelle est la différence entre l'AVC pédiatrique et l'AVC adulte ?» Donc voilà, on vous laisse avec cette petite diapo à regarder bien tranquillement. De plusieurs causes peuvent découler les AVC pédiatriques. Cependant, ceux-ci proviennent majoritairement de malformations au niveau des vaisseaux sanguins et de certaines maladies rares. Les causes ont été effleurées précédemment lors de la distinction des types d'AVC. Cependant, ils seront vus plus en détail dans cette section. Tel que mentionné plus tôt, lors de la distinction des types d'AVC, celui hémorragique est causé en majeure partie par la rupture d'un vaisseau, ceci provoquant une cascade d'événements pouvant être fatals. En effet, un anévrisme peut se former suite à l'affaiblissement d'une paroi d'une artère. S'il n'y a pas d'intervention,
L'anévrisme peut prendre de l'expansion et rompre sous la pression, ce qui engorgerait le cerveau de sang et le priverait ainsi d'un flux sanguin important. L'affaiblissement d'un vaisseau peut être dû à de multiples causes chez l'enfant, dont une malformation ou bien une maladie de l'artère, une tumeur au cerveau, puis dans certains cas, l'abus de drogue ou d'alcool chez la mère lors de la grossesse. Pour ce qui est de l'AVC de type ischémique, qui, je vous rappelle, est causé par un caillot sanguin à l'intérieur du cerveau, il provient principalement chez les enfants de 3 causes distinctes. Donc la première, les maladies du cœur. La deuxième, les troubles de coagulation sanguine qui sont synonymes de troubles thrombotiques. Puis finalement, l'artériopathie. D'autres facteurs n'entrant pas dans les catégories précédentes sont d'importants facteurs de risque d'AVC chez les enfants. Donc, il y a la chirurgie cardiaque ou cérébrale, la drépanocytose, la maladie auto-immunitaire qui attaque les artères du cerveau, les traumatismes cérébraux ou cervicales et la leucémie. En bref, environ 52% des enfants présentent l'une de ces caractéristiques lorsque survient l'AVC. Cependant, l'AVC pédiatrique a bien d'autres causes qui ne sont pas encore connues à ce jour. Pour la prochaine section, nous discuterons des symptômes liés à l'AVC ischémique étant le type d'AVC le plus fréquent. Les accidents vasculaires ischémiques chez l'enfant sont majoritairement diagnostiqués grâce aux techniques d'imagerie médicale fonctionnelle et anatomique. Ils peuvent également être diagnostiqués à l'aide de certains symptômes associés à l'AVC ischémique pédiatrique. Entre autres, l'hémiparésie, la dysphasie, les céphalées, les troubles convulsifs ainsi que les troubles de la conscience sont quelques-uns des principaux indicateurs de l'AVC ischémique chez l'enfant. Les symptômes de l'AVC ischémique pour la période périnatale, soit la période incluant la phase prénatale et la naissance, comprennent aussi une faiblesse touchant un côté du corps ainsi que des crises épileptiques. Afin de pouvoir minimiser les dommages au cerveau, un diagnostic rapide est primordial. Lorsque l'enfant survit à l'AVC pédiatrique, de nombreuses conséquences affectent le développement de l'enfant, notamment dans les sphères motrices, cognitives et comportementales. Les séquelles motrices de l'AVC ischémique sont grandes et concernent principalement le fonctionnement de la main et des doigts. Pour certains, l'hémiplégie apparue au moment de l'incident peut persister. En ce qui concerne les séquelles cognitives, on remarque que les enfants ayant subi un AVC ischémique sont plus à risque d'avoir des atteintes concernant entre autres les habiletés verbales et linguistiques, la mémoire et les habiletés perceptivo-motrices. Au point de vue comportemental, les troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité sont fréquemment remarqués chez les enfants ayant subi un AVC ischémique. Des troubles comportementaux, des troubles de l'humeur et des troubles d'anxiété sont également souvent observés chez ces sujets. Plusieurs facteurs viennent influencer l'effet de l'accident vasculaire ischémique chez l'enfant. D'abord, l'âge au moment de l'AVC influence particulièrement la gravité des séquelles. Un AVC qui se produit pendant la petite enfance risque d'entraîner des conséquences cognitives plus graves que s'il se produit vers le milieu ou la fin de l'enfance. Les chances de guérison d'un AVC en bas âge sont donc plus faibles. Ce phénomène pourrait s'expliquer par le fait que la croissance de la densité synaptique se produit majoritairement dans les 5 premières années de vie, qui est d'ailleurs une période sensible du développement du cerveau. En ce qui concerne la lésion, plus elle est grande, plus le pronostic est défavorable. En effet, une grande lésion est néfaste puisqu'elle affecte la vitesse de traitement de l'information qui dépend de toute la connectivité du cerveau. Une lésion plus petite affecte de son côté des circuits cérébraux locaux bien définis. Du côté de l'AVC ischémique périnatal, ses effets sur le neurodéveloppement de l'enfant sont particuliers. Ce type d'AVC implique le plus souvent l'artère cérébrale moyenne, qui est d'ailleurs le type d'atteinte le plus étudié en lien avec ses effets sur le neurodéveloppement. Lorsque l'AVC atteint la branche principale de l'artère cérébrale moyenne, l'enfant développe automatiquement la paralysie cérébrale puisque les ganglions de la base et les voies corticospinales sont atteintes. Lorsque l'atteinte est au niveau des segments plus distaux de l'artère cérébrale moyenne ou des artères cérébrales antérieures et postérieures, les effets de l'AVC ischémique périnatal peuvent être associés à la localisation de la lésion. Une étude effectuée sur 130 sujets a pu démontrer, grâce à l'imagerie par résonance magnétique, que pour une lésion atteignant les ganglions de la base et le thalamus, la paralysie cérébrale
des troubles cognitifs et comportementaux, ainsi que toute autre atteinte peuvent être observés. La paralysie cérébrale et l'épilepsie sont associées à une atteinte au pédoncule cérébral, tandis que seule l'épilepsie est associée à des lésions corticales bilatérales. Pour conclure, les AVC pédiatriques sont plus fréquents que ce que l'on pourrait croire et leurs causes sont d'autant plus variées. Leurs impacts sur le développement de l'enfant sont considérables et que ce soit au niveau moteur, cognitif ou comportemental. De ce fait, les apprentissages de ces enfants ayant été victimes d'un AVC consisteront un véritable défi. Cela relève l'importance de diagnostiquer et de traiter l'enfant le plus tôt possible afin d'éviter que les séquelles de l'AVC deviennent majeures. Malheureusement, à l'heure actuelle, les causes ainsi que les conséquences exactes des AVC pédiatriques et leurs effets sur le développement de l'enfant demeurent mal connues. Les possibilités de traitement sont de même encore sujettes à beaucoup de recherches. À la suite de cette présentation, il semble donc évident qu'il faut poursuivre les études sur cette problématique afin de développer des protocoles et des méthodes permettant de détecter rapidement et efficacement les AVC pédiatriques. Aussi, il serait intéressant d'explorer davantage quelle pourrait être l'implication des ergothérapeutes dans le processus de réhabilitation des enfants ayant subi un AVC afin de maximiser leur développement.